Bonsoir, chers collègues, chers amis. Nous allons passer donc à la dernière partie de cet après-midi, et ce qui concerne les conférences inaugurales. Pour cela, nous avons deux invités de marque. C'est Madame le professeur Rizla Mejloun et Madame le professeur Omlil. Et donc, nous allons passer tout de suite la parole à Madame Rizla Mejloun, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Mère Enfant de Casablanca, qui va nous entretenir d'un sujet hyper intéressant. C'est l'enfant hyperactif, la limite entre le normal et le pathologique. Merci, professeur Mikou. Ça me fait plaisir que ce soit vous qui modériez, étant donné tous les liens, et je vous félicite pour tout ce que vous faites au niveau de la revue et tout ce que vous avez fait pour le service. Alors, les remerciements dans cette amicale, je trouve qu'ils ne sont pas du tout hypocrites ni politiques. On sent vraiment de l'amitié. Les sourires sont authentiques, les remerciements sont authentiques, et vraiment, je remercie Sihida, je ne sais pas où il est, vraiment pour cette invitation. Et je voulais faire, ce n'était pas prévu, mais des remerciements à CAFIF. Avec CAFIF, on ne se connaît pas très bien depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis que j'ai l'honneur d'être à l'Observatoire national des droits de l'enfant, et il y a un long historique de l'Observatoire avec la participation de CAFIF. Je le remercie parce que quand on a eu des instructions de son Altesse la princesse sérénissime Lalla Mariam pour agir par rapport à l'épidémie de la rougeole, il a été extrêmement réactif, extrêmement présent. Et donc, à travers lui, je remercie évidemment toutes les associations qui se sont mobilisées en un temps record pour faire ce webinaire qui a eu quand même énormément de personnes qui l'ont écouté, réécouté, et qui a été peut-être une goutte, mais peut-être une goutte assez importante. Et je voulais dire que les recommandations du webinaire, on est totalement engagé en tant qu'Observatoire national des droits de l'enfant pour les mettre en place. Et notamment la dernière, et qui me paraît essentielle, qui est la digitalisation du carnet de santé de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose dont je fais un cheval de bataille, et vraiment... Alors, je vais me permettre d'ajouter, évidemment, je suis intéressée, des pages psy dans le carnet de santé de l'enfant, si vous le permettez. Peut-être qu'elles y sont déjà. J'ai regardé un peu ce que CAFIF m'a envoyé, mais je me permettrai d'ajouter des choses actuelles, parce que, je l'ai toujours dit, les pédopsychiatres ne peuvent pas travailler sans les pédiatres. C'est vous qui recevez les enfants en première ligne, c'est vous qui repérez, vous traitez un certain nombre de cas, et je suis parmi les pédopsychiatres qui disent que les pédiatres font très bien la pédopsie. On a fait plein de formations ensemble, il y a eu plein de formations faites par ailleurs, il y a une vraie sensibilisation, il y a une vraie place de la pédopsie à tous les congrès de pédiatrie. Et l'idée, et ça c'est aussi un cheval de bataille de l'Observatoire, de voir un petit peu comment faire des formations dans la formation initiale et continue des pédiatres par rapport à un niveau 1 et 2 de la pédopsychiatrie que vous êtes totalement habilité à faire et que vous faites probablement déjà. Voilà, c'était une petite introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais qu'on doit respecter le temps, donc on devrait commencer maintenant le chrono, non, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'hyperactivité, étant hyperactive moi-même. Alors, qu'est-ce qui est vrai et faux? Alors, je ne vous ai pas fait un truc classique. Ceux qui étaient au congrès de psychiatrie l'année dernière reconnaîtront un peu les diapos. J'étais le week-end dernier ici à Fès aussi. Vous connaissez les symptômes, vous connaissez la triade symptomatique, vous savez qu'on n'a pas le traitement, vous savez quels sont un petit peu les avatars un peu de ce diagnostic. Donc, je ne vais pas vous faire quelque chose, ça serait insulter vraiment votre intelligence. Et puis, c'est surtout quelque chose que vous pouvez trouver dans tous les livres, même pas en tapant. Dis Siri, dis-moi c'est quoi le TDAH. Donc, je vais plutôt aller dans l'actualité. Et on a une actualité qui est brûlante en pédopsie, c'est que la Haute Autorité de la Santé en France, d'ailleurs on va le publier dans la prochaine revue marocaine de psychiatrie, a sorti de nouvelles recommandations que, avec l'autorisation de professeur Olivier Bonneau, je partage avec vous, et qui permettent justement de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'arrête de parler. Donc, c'est un trouble fréquent et ancien, impact majeur dans la vie quotidienne et beaucoup d'impact sur la confiance en soi. Il y a des interventions efficaces et pas forcément que médicamenteuses, même si malheureusement le médicament marche à 70% des cas. Et là, encore une fois, en tant que chapeau ou casquette ONDE, avec le ministère de la Santé,
probablement avec la HAS aussi, avec professeur Abou Marouf, on arrivera bientôt à voir quelque chose. Et puis, les traitements sont efficaces, il faut les connaître pour que vous puissiez, j'insiste, que les pédiatres puissent diagnostiquer et prescrire la Ritaline. Donc, ça touche, dans le monde entier, 5% des enfants. C'est énorme. Vous connaissez beaucoup de pathologies, beaucoup de respect, parce que je sais que ça aurait été compliqué pour moi de faire pédiatrie, de tout retenir. Vous connaissez toutes les spécialités, vous connaissez des maladies très pointues avec des symptômes rabrines, j'allais dire, mais qui n'ont pas cette prévalence. Et le TDAH n'est pas une exclusivité de la pédopsie, ça devrait être la pédiatrie et la neuropédiatrie. Alors, aujourd'hui, avec le DSM-5, depuis 2023, le TDAH rentre dans ce qu'on appelle les TND. Les TND, c'est très important, c'est les troubles neurodéveloppementaux. C'est important, et je le cite aussi quand je parle de périnate ou de parentalité, quand je publie ça, parce que les TND, les gynécos et les néonates et les pédiatres peuvent intervenir tôt pour que ces TND ne donnent pas des séquelles à vie. Tous les TND ont des facteurs de risque somatiques, organiques, repérables durant la grossesse et les premiers mois. Donc autant l'autisme, le trouble du spectre autistique, les troubles de développement des coordinations, donc tout ce qui est moteur, le TDAH, le trouble du développement intellectuel, donc on ne parle plus évidemment ni de débilité ni de retard mental, et tous les troubles du langage et des apprentissages. Il y a des choses à faire très très tôt, donc tout ça est réuni actuellement sous le terme de TND, vous le savez déjà. Les pourcentages, qu'est-ce qu'on a? Les troubles bipolaires à l'adolescence, 1%. Obésité, 5%. Troubles anxieux, dépression, 12 à 15%. L'asthme, 10%. Pourquoi on fait ça? C'est pour montrer à quel point le TDAH figure quand même dans un pourcentage important. Les idées reçues, parlons-en. Ce n'est pas une mode. C'est pas tout le monde est devenu hyperactif. Tout le monde l'a toujours un peu été, dans cette prévalence-là, de par le monde, mais maintenant, on les connaît mieux, les TDAH. Et surtout, on pensait avant que l'adulte était préservé. Maintenant, on sait que beaucoup d'adultes sont TDAH. Avant, on pensait que c'était qu'un tiers des enfants qui restaient TDAH à l'âge adulte. Donc, on pensait que ça allait disparaître à l'adolescence. Donc, on se disait, il va se calmer. Ben, pas du tout. On se rend compte qu'à l'âge adulte, il y a encore beaucoup de TDAH avec un impact sur le fonctionnement qui est important. Ça n'augmente pas, la prévalence est stable et elle est similaire. Ils ne sont pas passés à 10-15%, ce n'est pas un phénomène américain, on ne traite pas tout et n'importe quoi, on ne donne pas ça juste pour les enfants pour qu'ils se concentrent à l'école, c'est un vrai trouble biologique, génétique, bien documenté par les scientifiques. Ce n'est pas la faute aux parents. Les parents n'en sont pas la cause, mais on propose des groupes de compétences parentales, parce que hyperactive et mère d'un hyperactif, c'est challenging d'être maman à la maison avec un hyperactif, surtout quand on l'est. Donc les compétences parentales pour gérer un enfant hyperactif sont importantes et pas le dévaloriser, penser qu'il ne l'est pas, etc. On y reviendra dans le traitement. Ce ne sont pas tous les enfants, être moins attentifs et distractibles et présents dans beaucoup de troubles. Donc c'est ça le problème diagnostique. Un enfant très angoissé bouge beaucoup plus. Un enfant déprimé peut être très agité. Un enfant qui a de l'autisme peut avoir un TDAH associé et comorbide. Donc il y a beaucoup d'overlap de beaucoup de diagnostics. Donc ce que je dis souvent, c'est que le TDAH est un diagnostic d'élimination. Mais parfois c'est comorbide. Donc dans l'historique, je vous passe ces diapos, ça a toujours été. Hein, c'est depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pourcentage dans tous les TND? 1% du TSA, c'est énorme hein, aujourd'hui. Moi, on en voit 2 par jour, au moins on consulte. 6% des troubles des développements des coordinations. Et ça, on ne le repère pas assez. Un enfant qui ne sait pas lasser ses chaussures à 7-8 ans, on ne va pas repérer. Il y a des choses importantes, comment il s'habille, la mère l'habille toujours, elle lui donne toujours à manger parce qu'il en met partout. C'est des petites choses et on ne les repère pas. 5% TDAH, troubles développement intellectuel que vous connaissez bien, que vous voyez beaucoup, c'est que 2%. Et troubles du langage apprentissage, 7%. Les signes, alors vous les connaissez, je ne vais pas m'attarder sur les signes, c'est un problème de concentration. Je vais peut-être résumer ça en quand on veut se concentrer sur quelque chose, ce n'est pas un phénomène actif.
Si je veux regarder Madame Oumlil, ce n'est pas en me concentrant sur elle, c'est un phénomène d'inhibition. C'est ne pas faire attention aux membres modérateurs, à tous les autres, à la lumière que j'ai en face, etc. C'est inhiber les autres stimulus qui permet de se concentrer. Et c'est déficitaire chez ces enfants-là. Maintenant, il y a des situations où ils sont très concentrés. Et en effet, les TDAH peuvent passer 4 heures devant un jeu vidéo. Et en effet, devant les écrans, ils vont rester très attentifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas TDAH. Les écrans et certains jeux et les émissions ont très bien malheureusement étudié la neuropsychologie, diagnostic les enfants. Quand nous, on est des consommateurs dans un supermarché, on sait très bien, parce qu'ils ont étudié notre façon de faire, que le produit le mieux présenté devant nos yeux, c'est le plus cher et le moins efficace, mais personne ne va se mettre à genoux pour regarder celui en bas. Donc il faut faire attention. Les jeux vidéo sont excellents pour les hyperactifs dans le sens où ils ont bien compris comment les accrocher. Il y a toujours un stade à passer, la récompense, quelque chose qui s'allume dans l'écran, donc ils ne le lâchent pas. Et puis du coup, l'attention se délite. Et après, quand il est devant les devoirs, évidemment, qui ne sont pas pédagogiques, ni visuels, ni intéressants, il s'ennuie très vite, l'effort mental, il se perd. L'hyperactivité maintenant, l'hyperactivité par exemple, elle est plus visible avec les mères qu'avec les pères. Le père est souvent moins présent, du fait de son travail, on va dire, et il est plus autoritaire. Et l'enfant va se tenir à carreau quand le père est là, parce qu'il sait que ça ne rigole pas. C'est un schéma un peu classique et caricatural. Parfois, c'est la mère qui est comme ça, on est d'accord. Mais la mère va dire, mon fils est hyperactif, et quand je vais recevoir le père, il va me dire, mais pas du tout, il est très calme, la mère, elle invente des choses, elle dit trop de choses, il est très bien ce garçon, laissez-le tranquille. La distractibilité est importante, on verra les détails tout à l'heure, c'est quand on est en cours, il y a quelque chose qui les attire, qui détourne leur attention. S'ils sont à côté de la fenêtre, il y a quelqu'un qui passe, ben, ils ont du mal à revenir. On va tous être distraits par quelque chose qui se passe, mais après, on arrive à se recentrer. Eux, ils n'arrivent plus à se recentrer. D'ailleurs, ils disent, arrêtez de bavarder. Les enfants, quand ils bavardent à l'école, je ne peux plus me concentrer. Même s'il est devant, c'est compliqué. L'impulsivité est très importante. Répondre avant la fin de la question, prendre des décisions rapides, etc. Et ça leur porte beaucoup préjudice, parce que c'est ce qui fait le comportement perturbateur en classe, et on va y revenir, qui fait qu'on les repère plus. Je vais avancer, parce que je suis à 9e diapo, il y en a 60. Je passe sur les 3 types d'attention. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ça, vous les trouvez dans n'importe quel Google. Alors, il a en aversion toute tâche qui demande un effort soutenu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de travailler. Non, c'est très compliqué pour lui de rester concentré longtemps si ce n'est pas visuel, si ce n'est pas stimulant. Je l'ai déjà dit. Il perd les objets nécessaires. On refait la trousse, on refait les manuels toutes les semaines. Et il oublie souvent sa veste à l'école, etc. Remue, se lève souvent, court, grimpe, incapable de tenir tranquille. Ça, c'est les critères diagnostiques, vous les trouvez partout. Je vais aller dans les spécificités. Garçon, fille, à votre avis. D'habitude, on dit que c'est beaucoup plus les garçons. Mais en fait, on sous-diagnostiquait les filles. Beaucoup de filles sont TDAH et n'ont pas été repérées. On va voir pourquoi. Parce que c'est moins visible. Elles sont moins hyperactives, elles sont plus tête en l'air, donc on se dit, bon, c'est une fille, elle est dans les nuages, voilà. C'est une stigmatisation stéréotypée. Ils sont parfois aussi, les symptômes inattention anxieux, attribués à sa personnalité ou à son caractère ou au stress. Elle est très stressée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Or, c'est un symptôme TDAH. Et bon, l'impact des critères, ce n'est pas la peine de le détailler. Alors là, j'ai mis en gras pour que ce soit facile, entre TDAH filles-garçons, donc les filles plus inattentifs, les garçons plus hyperactifs, l'impulsivité moins évidente, elle est masquée parce que les filles sont un peu perfectionnistes, elles rangent, etc. Bon, pas toutes évidemment. Elle est plus visible et parfois agressive chez le garçon. Les comorbidités ne sont pas les mêmes. Chez les filles, on va avoir plus d'angoisse, de dépression et une fragilité de la confiance en soi, même si on retrouve ça aussi souvent chez les garçons. Et chez les garçons, c'est beaucoup plus le phénotype opposant, provocation, agressivité, qui va faire d'ailleurs qu'il est plus repéré. Donc le diagnostic est plus tardif chez les filles.
Alors, pourquoi on passe à côté du diagnostic souvent? Alors, il y a ce côté appellation, TDAH, trouble, déficit attentionnel, hyperactivité. Ça a l'air simple, tout le monde pense qu'il peut diagnostiquer. L'orthophoniste m'appelle, mais non, je ne comprends pas, Rislin, pourquoi tu dis qu'il est hyperactif? Moi, durant la séance, bien sûr, en situation duel, en tête-à-tête avec un adulte, un TDAH peut rester concentré 3/4 d'heure, même s'il s'ennuie et il a du mal à tout suivre. Quand il est dans une classe avec beaucoup de stimulus, c'est plus compliqué. Donc, selon la situation, si c'est une activité qui est fractionnée et que les parents, intuitivement, fractionnent ce qu'ils doivent faire, il arrive à se tenir, mais ceux-là sont diagnostiqués du coup beaucoup plus tard, et ils ont 15 au lieu de 18 ou 13, 8 au lieu de 13. Donc quand même, il y a une diminution, un impact au niveau des études, il y a une moins bonne insertion professionnelle à l'âge adulte, et il y a beaucoup qui vont switcher sur la toxicomanie, parce que du fait de substratum biologique, quand ils testent une drogue, en 6 mois, ils sont toxicomanes. Donc maintenant, je travaille beaucoup avec mes collègues en psy adultes qui font de la dicto pour leur dire, n'oubliez pas, s'il vous plaît, cherchez le TDAH, vous allez toujours le trouver à tous les coups chez les toxicomanes. Donc pourquoi on passe à côté? Donc le norme de genre, on a l'impression que les filles sont plus calmes, réservées. Stéréotypie scolaire, quand il est inattentif, on a l'impression que c'est un cancre, qu'il n'aime pas travailler, qu'il ne veut pas travailler. Donc c'est des stéréotypies. La pression sociale, on masque les difficultés, et le rôle parental qui attribue les symptômes à des problèmes de comportement normaux. Il est mal élevé, il est mal éduqué, c'est normal qu'il fasse tout ça. Vous avez vu les parents. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus spécialisé, mais que vous connaissez. L'HPI, donc le haut potentiel, et tous les troubles des neurodéveloppements. Il y a énormément de faux débats et d'overlap. Donc je rentre dans quelque chose d'un peu compliqué. Les hauts potentiels, c'est quoi? C'est quand on a un quotient intellectuel de plus de 130. On sait ce que c'est qu'un ADHD, donc le TDAH. On sait ce que c'est qu'ASD, c'est le spectrum. C'est le trouble du spectre autistique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le haut potentiel n'est pas un trouble. On a souvent l'impression que les hauts potentiels, ça a été longtemps dit et longtemps publié. Moi-même, j'avais écrit un article sur ça, sur les hauts potentiels à Paris, où on avait l'impression qu'ils étaient plus TDAH que les autres. Ça faisait longtemps, donc ça fait 20 ans. La science a évolué. C'est pas vrai aujourd'hui. C'est faux. On va voir pourquoi. En fait, les TDAH ne sont pas moins fréquents chez les hyperactifs. C'est ce qui a été publié récemment, comme vous voyez le nom des études. Et voilà pourquoi. Il y a des similarités. Quand on a un enfant qui a des intérêts marqués pour quelque chose, par exemple, il adore les dinosaures, il est incollable sur l'histoire de l'Amérique latine, tout de suite on se dit « Ah, c'est un surdoué ». Ça pourrait être un Asperger, ça pourrait être un autiste en fait. Ça peut être un TDAH. Il y a certains TDAH qui, quand ils s'intéressent à quelque chose et qui sont passionnés, qui ont la motivation, ils vont dans leur passion. Donc quand un TDAH est passionné, il peut être incollable. Donc on peut avoir l'impression que c'est un haut potentiel et ça pourrait être un Asperger. Être inattentif peut être confondu avec s'ennuyer en classe. Ceux qui s'ennuient beaucoup en classe, c'est les HPI, les hauts potentiels. Ils ont besoin de plus de stimulation. Donc ce n'est pas des TDAH. Non, c'est des HPI. Et puis, le traitement de l'information n'est pas les mêmes. Les compétences des HPI, ils ont des compétences qui sont hétérogènes et disharmoniques. Donc, le potentiel est sous-estimé, donc un trouble neurodéveloppemental peut masquer un HPI, ce qui montre l'importance d'une bonne évaluation pédopsie ou pédiatrique. Les challenges au niveau diagnostic, c'est qu'on risque de passer à côté ou de surdiagnostiquer parce qu'on va confondre TDAH, TSA, sachant que ça peut être aussi comorbide. Donc c'est vraiment très fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? 14 minutes, très bien, je m'en sors. Donc, l'enfant, c'est au milieu, entre le tableau synchronique, diachronique et la psychopathologie. C'est vraiment les trois. Et ce qui est très important, qui est ressorti dans la Haute Autorité de la Santé, dans ses recommandations, c'est que le diagnostic est clinique.
Ça, maintenant, j'utilise ce rapport pour le dire à toutes les écoles qui demandent bilan neuropsychologique qui coûte 3 000 à 5 000 dirhams et qui n'est pas un test diagnostique. C'est un test paramédical qui est important, qui peut aider, mais ce n'est pas ça qui pose le diagnostic. Et quand on envoie des certificats que l'enfant ait un TDAH, en général, les écoles ne le reconnaissent pas. Aujourd'hui, c'est international. Le TDAH est un diagnostic clinique à partir de symptômes. On n'a pas besoin de faire un dosage sanguin, on n'a pas besoin de faire un test neuropsychologique, même si ça nous aide. Donc, comme tout diagnostic, ça passe par l'entretien, l'anamnèse avec la famille, l'examen psychiatrique, l'examen somatique, et il faut écouter les parents. Ce que disent les parents est très important. Souvent, le diagnostic, je le pose avant de voir l'enfant. Quand je vois le parent qui me raconte l'histoire, c'est une histoire typique. Alors évidemment, parfois, je reçois l'enfant, et quand je lui demande s'il est harcelé à l'école, il s'effondre, et ça fait 10 ans qu'il est harcelé, je remets en cause le diagnostic. Parce que c'est un diagnostic différentiel important, et on sait que le harcèlement est un vrai fléau aujourd'hui qui amène beaucoup de troubles dans un pseudo-TDAH. Alors ça, c'est les comorbidités, on va les détailler. Donc je reviens à ce que vous connaissez bien, le somatique, et qui est important pour ne pas passer à côté d'un TDAH, faux TDAH. Surpoids, obésité, énurésie, troubles du sommeil, épilepsie, problèmes endocriniens, thyroïde, diabète, hyperplasie des surrénales, intoxication au plomb, mercure, alcool durant la grossesse, corticoïdes et dérivés valproïques, et anomalie génétique et enfin déficit visuel. Ça, c'est vraiment ce qui est important à mettre en évidence pour être sûr de ne pas passer à côté dans l'examen psychiatrique d'un enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà des choses pratiques. Devant un TSA, on a le pointage protodéclaratif, les jeux imaginatifs, les interactions sociales. C'est ce qui nous permet d'orienter. Mais bon, le sujet n'est pas l'autisme aujourd'hui, on en parlera si vous souhaitez. Les troubles des apprentissages sont associés dans 45%. Les troubles du langage, vous les repérez très bien, je n'ai pas besoin de le dire. Les maladresses, troubles des coordinations, on en a parlé. La tourette, les tics vocaux et moteurs. L'opposition-provocation qui peut être associée, les troubles des conduites, troubles déficit intellectuel et les tics. On cherche aussi un trouble anxieux généralisé. Les troubles anxieux peuvent être comorbides, donc qu'est-ce qu'on fait? Parfois, c'est l'anxiété qui explique les symptômes. On traite l'anxiété en premier lieu. Et après, quand l'enfant est beaucoup moins anxieux ou anxieux normalement comme tout le monde, on revoit toute l'anamnèse TDAH. Parfois, c'est un TDAH comorbide, mais on ne va pas traiter un enfant anxieux, même si on a tous les symptômes. Il faut penser à la dépression. On a beaucoup d'enfants qui sont en dépression. On a du mal à l'imaginer, mais c'est une réalité. Bon, je ne peux pas ne pas parler des bébés. Les bébés aussi dépriment énormément et se laissent mourir, vous le savez, quand il y a surtout une rupture du lien avec la mère. Les troubles régulation de l'humeur, bon, ça c'est un trouble un peu un avatar au niveau clinique, c'est des crises de colère régulières. C'est des enfants qui font des crises 3 à 6 fois par semaine. Ça serait une forme de trouble bipolaire chez l'enfant et qu'il faudrait traiter. Le trouble bipolaire lui-même, et puis on a tout ce qui est post-traumatique, troubles de l'attachement et maltraitance qu'il faut rechercher systématiquement dans tout examen psychiatrique. Les troubles du sommeil, c'est un grand sujet, souvent comorbide au TDAH. Voilà les échelles qu'on utilise, qui ne sont pas diagnostiques, qui sont évaluation, sévérité et aident à affiner le diagnostic. Encore une fois, le diagnostic est médical. On fait toujours, en plus, bilan psychomoteur, bilan orthophonique, bilan ergothérapeutique. Ça, c'est pour les troubles associés dont on a parlé. Le bilan psychologique, vous voyez, c'est écrit non nécessaire au diagnostic. Quand on a les deux, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a autisme et hyperactivité. Ça, c'est un tableau de Mario Speranza, qui est un grand chercheur en neuropsychologie et qui est pédopsychiatre, qui donne toutes les finesses cliniques quand on a un autiste qui bouge beaucoup, quand on a un TDAH qui a des problèmes d'interaction sociale, et ça arrive souvent, et d'être sûr on est dans quoi. Si vous avez l'enfant à 6 ans, c'est assez facile. Mais croyez-moi, quand on les reçoit ados,
qu'il y a des éléments d'Asperger et des éléments de TDAH, mais qui s'est émoussé, on n'a que de l'inattention, ces finesses diagnostiques nous permettent de faire la part des choses, parce que l'enjeu est thérapeutique après. Entre TDAH et trouble bipolaire, quelle est la différence justement? Qu'est-ce qui fait que? Ce que vous n'allez jamais trouver dans le TDAH, c'est la mégalomanie, les relations avec l'humeur, les idées de grandeur, la fuite d'idées et l'hypersexualité, surtout chez les ados. Le sommeil, on le trouve, mais au-delà, par exemple, quand il est peu sensible à l'entourage, le trouble bipolaire est moins empathique que le TDAH. Les TDAH, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux parents, il a été exclu de 4 écoles, il tape tous les enfants à la récré, et quand je le reçois seul, et après j'appelle la mère, et je lui dis pas pour lui faire plaisir, mais je lui dis, mais il est gentil, elle me dit, oui, exactement, il est très gentil, il est très sensible, mais personne ne le voit. Et en effet, c'est des enfants extrêmement sensibles, extrêmement empathiques, mais le TDAH vraiment change tellement l'expression de leur comportement qu'ils sont stigmatisés. Un mot sur le harcèlement. Le harcèlement explique un certain nombre de symptômes. Et le TDAH peut aussi être source de harcèlement. Un enfant TDAH est plus harcelé que les autres, harcelé par les parents, un peu, harcelé par les enseignants, mais harcelé aussi par les autres enfants. Parce que quand il veut jouer avec eux, lui, il n'attend pas de comprendre les règles du jeu. Il a pris le ballon et il veut marquer. Et il ne va pas jouer collectif, comme ils disent. Il ne va pas passer le ballon aux autres, etc. Et donc, ils vont beaucoup lui taper dessus. Et il va beaucoup plus être signalé parce que quand les autres vont se cacher, ils vont voir quelqu'un arriver, la maîtresse, et il va se faire avoir. Parce que, justement, il a un côté hyperactif. Mais il n'est pas méchant, il n'est pas bête. Donc, c'est important d'avoir conscience de ces troubles et les expliquer aux enfants. Donc moi, je leur demande toujours le livre qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes » et je demande à l'enfant et à l'ado de le lire lui-même. Ça lui permet de comprendre ce qu'il a. Il faut que l'environnement s'adapte à lui, mais il faut que lui aussi s'adapte à l'environnement. Donc ce que je dis aux parents, c'est mettre par exemple les post-it rouges, jaunes, oranges. Au-dessus des toilettes, n'oublie pas de tirer la chasse. Devant le miroir, n'oublie pas de te brosser les dents, etc., etc. Tout ce qu'il va toujours oublier. À côté du cartable, n'oublie pas que tu changes d'emploi de temps tous les jours. C'est marrant et ça permet de ne pas répéter tout ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a des possibilités d'autorégulation. Les enfants peuvent s'autoréguler jusqu'à un certain degré. C'est ce qu'on fait, nous, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le traitement pour nos enfants. Donc on leur apprend comment se réguler, c'est important, mais ça ne marche pas toujours, ce n'est pas facile. Donc comment on traite? Je vais y arriver. Psychoéducation, très important. Changer le regard de l'enseignant sur l'enfant. Ce n'est pas un enfant perturbateur, insolent envers toi, c'est un enfant qui ne peut pas s'empêcher de le faire. Et puis, les parents, leur apprendre comment être parent avec un enfant différent. Quand on fait les devoirs avec un enfant hyperactif, on ne peut pas être assis dans la table à deux et concentré sur la même feuille. Lui, il est en train de sauter, il a la tête en bas, les pieds en haut, il joue au ballon dans la pièce, et en même temps, vous parlez à haute voix, vous dites la leçon, il est plus auditif, et il peut la retenir comme ça. Si vous voulez qu'il soit visuel, ce n'est pas une fiche avec plein de mots dessus, c'est des images. C'est des choses drôles. Vous pouvez chercher des tutos sur Google sur le sujet. Quelque chose par rapport à l'histoire géo pour qu'ils l'apprennent. Vous allez sur un tuto de 5 minutes max. Et avec des schémas, ce tuto lui fera apprendre la leçon beaucoup mieux que si vous passez 1 heure avec lui. Les groupes parentaux, ça aide. La thérapie individuelle n'est pas systématique. Ce n'est pas des enfants qui sont toujours en souffrance psychologique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique ni nécessaire. Et les stimulants, donc les psychostimulants, la Ritaline. Donc expliquer le diagnostic aux parents et à l'enfant. Accompagner les familles, expliquer le trouble, répondre aux questions et puis détailler les interventions possibles. Voici les programmes des habiletés parentales. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Moi, ça m'a toujours fasciné, ce côté aide-parent du jour au lendemain, mais personne ne nous prépare à cette fonction qui est quand même très compliquée. Je peux vous dire que les pédopsies ne sont pas mieux lotis que les autres. On sait un peu 2-3 trucs, mais quand c'est votre bébé, vous êtes comme tout le monde. C'est vraiment difficile. Et l'idée de faire des écoles pour les mères et pour les pères, c'est quelque chose d'important. On a commencé ce travail-là avec l'Observatoire cette année. On a fait un certain nombre de capsules en arabe moyen
Oumaïa et en Amazigh, que je mettrai à votre disposition si vous le souhaitez, pour aider les parents à être parents. Donc c'est très important. Et là, vous avez des programmes internationaux qui, dans les méta-analyses, montrent que ça marche. Barclay, le triple P aussi est un très bon programme. Donc, il y a des thérapies comportementales, cognitives, émotionnelles, ce qu'on appelle TCCE, qui aident. C'est efficace, c'est court, c'est pas de la psychanalyse. Comment résoudre un problème? Quand on est en colère, comment comprendre qu'on est en colère? Dire je suis en colère au lieu de taper sur quelque chose ou de casser quelque chose. Comment interagir avec les autres? On sait qu'on est impulsif, on peut se présenter. Écoutez les gars, moi je suis un peu hyperactif, donc vous allez voir, ça va pas le faire. Si on commence à jouer ensemble, je vais faire ci, ça, je le fais pas exprès. Qu'il puisse aussi en parler, c'est vraiment bien. Gestion de ses comportements, de lui dire, quand tu ne te sens pas bien, on fait une liste de choses que tu peux faire. Tu sors courir, tu vas à la salle, tu te douches, tu tapes sur un oreiller, de lui montrer comment gérer un comportement de façon acceptable. Et les remédiations cognitives, même si ça ne marche pas beaucoup, malheureusement, le neurofeedback non plus, j'y reviendrai. Bon, je passe sur l'estime de soi, c'est le cercle vicieux, assez facile. Alors, les TDAH sont plus anxieux, plus déprimés que les autres. Voilà qui complique encore les choses. Pourquoi? L'enfant va chercher la stimulation et en même temps, il va subir son hyperstimulation. Donc, c'est toujours up and down, up and down. L'adaptation à l'environnement est toujours décalée parce qu'il est hyper impulsif. Donc, ce n'est pas facile pour lui. En général, les hyperactifs se retrouvent entre eux. Donc ils s'aiment bien parce qu'ils se comprennent bien et c'est souvent ceux qui ne réussissent pas forcément à l'école qui font beaucoup de bêtises à la récré, mais ça ne les aide pas parce que malheureusement ils vont souvent aussi tester les drogues ensemble, faire les bêtises ensemble, être en garde à vue ensemble. Bon, je vais loin parce que malheureusement j'ai beaucoup de TDAH sévères où on arrive à des choses au niveau de la loi, de l'autorité, du carcéral, etc. Ça peut aller très loin. Donc, que disent les hautes autorités de la santé? C'est qu'on a des données insuffisantes pour recommander le neurofeedback. On y a cru, on voulait, ça coûte très cher, malheureusement, ça ne marche pas. Les thérapies d'entraînement cognitif digital, ça ne marche pas. La méditation, ça ne marche pas. Les thérapies autres que la cognitive émotionnelle ne marchent pas, la psychanalyse ne marche pas. Le safran, les oligo-éléments, c'est super, mais ça ne marche pas sur le TDAH. Ce n'est pas ça qui va le calmer. La rétaline marche. Après, on a Coasim, Concerta, etc. Quand on aura la molécule, j'espère pouvoir venir vous en reparler, vous dire comment le faire, quand prescrire, et à ce moment-là, on sera tous assez contents. Le risque cardiaque du méthylphénidate, quand même, un mot dessus. Peut-être je dois avoir 3500 enfants à qui j'ai prescrit depuis 25 ans. Beaucoup sont déjà fin de médecine, architecture, ont réussi leur vie. J'ai des échos, ils m'appellent, tu m'as sauvé, j'allais être exclu partout, mes parents ne croyaient plus en moi, etc. Sur tous, j'en ai eu un qui a fait un infarctus silencieux. Bien sûr, c'était le fils d'une amie, sinon ce n'était pas drôle. Et il ne s'est rien passé. Et quand il est sorti de son infarctus, la mère m'a dit on ne peut pas lui redonner parce que vraiment il est infernal. C'est pour vous dire à quel point. Donc il y a un risque, mais qu'il faut doser. Donc pour résumer, un trouble fréquent, un diagnostic complexe, il faut voir associé, différentiel, comment. Donc vraiment, ça mérite, quand on aura le traitement, ça vaudrait le coup de faire 2 journées de formation détaillées avec des cas cliniques et après, vous serez totalement habilité à traiter. Sous-diagnostiqué chez les filles, l'HPI n'est pas un facteur de risque. Une prise en charge qui est claire maintenant, les aménagements scolaires sont importants et les traitements médicamenteux sont efficaces. Et je vous remercie. Merci Madame Geloul pour cette présentation, de façon comme d'habitude excellente, donc qui s'intéresse à un sujet qui est très très important, qui malheureusement, de façon comme vous venez de dire, moi personnellement c'est du chaque jour. Et donc du moment que j'ai le micro entre les mains, moi ce qui me pose problème, donc je pense qu'il y a plus d'hyperactifs que d'hyperactivité. Quand on reçoit une dizaine d'enfants qui viennent, maintenant, c'est vrai que c'est l'effet mode, mais ce n'est pas ça, comme vous venez de dire. Il y a les tops. Des fois, ça pose des problèmes, les troubles d'opposition avec de la provocation. Ça pose problème. Et puis, on a des enfants qui viennent
dans ce labyrinthe donc, de parcours et de soins et de prise en charge, alors que, comme vous venez de dire, c'est l'examen clinique. Il y a des choses très simples. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi déjà, quand je vois les parents, on pose le diagnostic, même la façon de s'asseoir. La maman, elle est comme ça, et le père, il est sur sa garde. Donc déjà, la façon dont les parents s'assoient, ça c'est un hyperactif ou pas. Donc le suicide chez ses enfants. Donc il faut, dans certaines études, c'est la première cause de suicide chez l'enfant après la dépression. Je ne sais pas si vous le confirmez. Merci beaucoup. Alors, les parents, oui, parce que c'est très génétique. Donc, en général, à un moment, quand je vois que je peux, hein, pas avec tout le monde, je les regarde, je leur dis, bon, c'est génétique. Alors, c'est qui? Et en général, soit la mère regarde le père, soit le père regarde la mère, c'est moi. Est-ce que, bon, écoutez, essayez le traitement avant de le donner à votre fils, ça peut aider peut-être toute la famille. C'est pas stigmatisant des TDAH, c'est pour ça que je le dis souvent et que je dis aux patients que j'ai traité mon fils, qui maintenant a 19 ans, ça se passe très bien pour lui. Mais je le dis parce que ça les rassure, de voir qu'on peut réussir, que le traitement n'est pas une drogue qui donne aucune dépendance, aucune tolérance, etc. Alors pour le suicide, je n'avais pas du tout ces données. J'aimerais bien avoir ta référence, c'est important. Moi, je voudrais voir avec... Parce qu'elles sont différentes. Les conférences sont différentes, ce n'est pas les mêmes.